Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de rupture et de répétition et j'ai voulu sous-titrer cette thématique par la constance dans la différence. Quand on m'a proposé d'écrire quelque chose au sujet de l'idée de rupture et de répétition, j'y ai d'emblée perçu qu'un paradoxe pourrait bien compliquer la saisie de ces termes. En tout cas, qu'il convenait de se méfier de comprendre trop vite, selon l'épigraphe de Rudyard Kopland, qui trouve à mal chercher. Et il n'en fallait pas moins pour piquer ma curiosité et essayer de défaire ce nœud gordien autrement qu'en le tranchant, me rapprochant ainsi plutôt d'Épiménide le Crétois en termes de paradoxe. Je rappelle qu'Épiménide était un orateur et un poète du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui avait proposé la résolution d'un paradoxe énoncé ainsi: tous les Crétois sont des menteurs. Suis-je un menteur si je dis cela, sachant que je suis moi-même Crétois? Et en quoi ces deux mots pourraient-ils contenir une intrication et des paradoxes? Puisqu'en théorie, une rupture n'impliquerait pas forcément la répétition de quoi que ce soit, et que des répétitions semblent pouvoir se faire sans rupture préalable. J'espère pouvoir faire apparaître l'aporie dont je propose l'hypothèse au fil de ce texte, mais pour l'heure, envisageons ce couple sémantique rupture-répétition à l'aune de l'actualité, à savoir de la crise sanitaire et de la pandémie virale qui semble finir de traverser notre planète, espérons-le. C'est ainsi qu'au départ, les promoteurs de cette interview avaient orienté la question. Nous suivrons une même démarche en ce que ce couple pourrait constituer plus globalement un fil rouge d'interaction tout au long de la vie des hommes. Alors, assez rapidement, la pandémie virale, la SARS-CoV-2, nous a contraints à bousculer nos habitudes. Elle nous a conduits à accepter un certain nombre de privations de liberté dans un intérêt collectif et individuel. Nous avons ainsi dû rompre avec l'insouciance d'un quotidien qui, pour une grande part, ne voulait rien savoir de ses propres excès en termes de consommation, déplacement, pression environnementale et logique dévastatrice de profit. Mais tout juste peignons-nous à nous adapter à ces renoncements que les questions de l'après fleurissaient déjà dans cet inédit printemps. Retomberons-nous dans une répétition faite des mêmes travers? Reprendrons-nous la course effrénée vers toujours davantage de croissance? Ce mouvement toxique pourrait-il même s'accélérer? Ou bien saurions-nous apprendre de nos expériences et de nos erreurs? Rupture ou répétition? Alors, ce mouvement toxique dont je parlais avant de toujours davantage de croissance et qui pourrait même s'accélérer me fait penser à l'expansion même de l'univers qui, a priori, après la déflagration supposée des origines, on va dire, pour l'appeler comme ça, de ce Big Bang qui ne peut pas tout à fait en être un, on en reparlera aussi un peu plus loin. Cette expansion-là, comme une déflagration, devrait finalement s'étendre dans le temps et l'espace, mais freiner. Et ce qu'on constate, c'est que au niveau du cosmos, eh bien, l'univers continue de s'étendre et continue de s'étendre de plus en plus vite, ce qui évidemment pose un certain nombre de questions astrophysiques tout à fait intéressantes, et notamment par rapport à l'énergie noire et à la matière noire. Mais revenons à nos moutons. Force est de constater que cette crise mondiale a charrié avec elle un certain nombre de contradictions. Il fallait ainsi éviter les promenades dans la nature, tout en pouvant continuer à faire ses courses dans les grandes surfaces. Il fallait prendre soin des personnes âgées en cessant de leur rendre visite. Il fallait s'obliger à rester chez soi tout en ayant le droit de s'autoriser à sortir. Ici, rupture et répétition dansaient une curieuse ronde en se prenant déjà les pieds dans le tapis. Dans ma pratique professionnelle où le psychisme et ses méandres y sont l'espace de travail, il n'y a pas une séance où les questions des paradoxes n'émergent, parfois avec acuité ou plus souvent masquées. Freud, défricheur de l'inconscient au début du XXe siècle, nommait ces problématiques paradoxales conflits intrapsychiques. Et qui pourrait prétendre y échapper?
Les personnes qui viennent me parler témoignent ainsi du souhait de rompre avec toute une série de symptômes qui compliquent leur vie, tout en constatant pourtant l'existence d'une sorte de force qui régulièrement leur fait répéter les dits problèmes, comme si cela s'opposait au but visé. Un peu comme si quelque chose en eux cherchait à tarir une source de souffrance et que quelque chose d'autre également en eux-mêmes, et paradoxalement, était comme attaché à l'entretenir, à la conserver, voire à la retrouver. C'est entre les années 1914 et 1920 que l'inventeur de la psychanalyse théorisa le concept de Wiederholungszwang, la pulsion de répétition. Elle lui apparut au décours des horreurs de la Première Guerre mondiale. 20 ans plus tard, la Seconde Grande Guerre ne fit que confirmer ces hypothèses. Mais avant que ces conflits armés n'aient alimenté sa réflexion, ce fut l'observation simplement de son petit-fils qui lui donna matière à cogiter. Ce dernier passait du temps à jouer au jeu de la bobine, que Freud appela plus tard le jeu du Fort-Da en allemand, partie-revenue, quand sa mère quittait le domicile sans son petit. Il apprivoisait, cet enfant, le désarroi de ses départs en substituant la bobine à la mère. Il rejouait, entre guillemets, ces séparations, en jetant la bobine sous un meuble et en faisant, entre guillemets encore, réapparaître la mère en tirant sur le fil. Quand il lançait la bobine et qu'elle disparaissait sous le meuble, l'enfant s'écriait forte, c'est-à-dire partie, et quand il voulait la faire revenir, il tirait sur le fil en disant, en poussant un da, c'est-à-dire là de nouveau, hein, exclamatif et avec une certaine jubilation. On ne s'attardera pas davantage sur cette illustration clinique que vous pouvez retrouver dans un nombre considérable d'écrits, mais retenez que cette observation-là constitua le terreau sur lequel a pu croître la question si centrale et passionnante des pulsions, à savoir l'intrication consubstantielle à l'humain d'une énergie constructrice, que Freud appela pulsion de vie, et d'une appétence pour la destruction, pulsion de mort. Ces pulsions nous différencient radicalement des animaux qui ne fonctionnent quant à eux que par instinct. Non pas que les humains n'aient pas quelque fonctionnement instinctuel archaïque, l'instinct de survie par exemple, mais nos besoins qui nous poussent à les satisfaire comportent toujours une visée de surplus dont témoignent les pulsions. Une visée qui justement vise bien au-delà. C'est ce que Freud théorisa aussi par l'au-delà du principe de plaisir. J'ai consacré à ce surplus et à cette articulation entre désir finalement et jouissance récemment un écrit sur la question du profit et une comparaison entre profit économique et c'est-à-dire la plus-value au sens de Marx et ce que Lacan a appelé le plus de jouir, c'est-à-dire cette plus-value psychique qui nous fait finalement de manière insatiable en vouloir toujours plus et qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes à l'humanité dans son ensemble. Surplus qui ne se retrouve pas dans le règne animal et qui est dû à notre état de corps parlant. C'est d'ailleurs par un manque, je dirais, fondamental, le manque à être, qui structure les par-l'être que nous sommes, selon l'heureuse expression du psychanalyste Jacques Lacan, que se pose tout aussi singulièrement aux humains la question du désir. Alors, on doit, dans ce moment-là d'interview, laisser la question du désir de côté, malheureusement, mais vous pouvez la prolonger dans l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, intitulé « Les saumons ne rêvent pas de remontées mécaniques », et bien entendu dans beaucoup d'autres articles qui traitent du désir. Désir qui est d'ailleurs un signifiant ou un concept dont on n'entend plus beaucoup parler à notre époque, et c'est bien dommage parce qu'il recèle des choses tout à fait importantes et qui ont leur valeur
dans l'humanité, à la croisée entre éthique, créativité et culture. Donc cette question du surplus et des pulsions, eh bien, on peut remarquer qu'il n'y a pas de sadomasochisme, ni de troubles des conduites alimentaires, par exemple, ou d'addiction, ou d'obsession, ou de symptômes hystériques, ou de phobie chez les animaux. Pas davantage de lapsus, jusqu'à preuve du contraire. L'inconscient est spécifiquement humain, et nous y reviendrons au sujet de la différence entre fonctionnement binaire et fonctionnement ternaire, métaphorique, spécifique à l'humanité. Répéter n'est pas cloner. Quelque chose dans une répétition implique de facto l'existence d'une différence, d'une rupture avec le même. Vous percevez peut-être déjà là comment l'un et l'autre, rupture et répétition, présentent une sorte d'intrication, disjonction. En effet, la répétition rompt immanquablement avec l'identique, tout comme l'affirmaient certains philosophes présocratiques. Héraclite, par exemple, soutenait qu'on ne se baignait jamais deux fois dans les eaux d'une même rivière, même si c'est la même rivière, même si c'est le même jour de l'année, même si c'est la même heure, même si c'est le même individu, quelque chose a changé, autant dans le temps que chez l'individu lui-même, que dans la composition de l'eau. Cette différence permanente s'oppose donc au principe de la constance parménidienne. La répétition fait donc rupture, et la rupture ne peut faire autrement que de s'inscrire peu ou prou dans une certaine continuité qui se répète en se poursuivant. Rien n'est ainsi plus constant que le changement, pour le dire de façon oxymorique. Ainsi, bien que les dinosaures aient disparu depuis des millions d'années, une soixantaine de millions d'années, de la surface du globe, persiste la Terre sur laquelle ils ont vécu, et nous continuons de les faire vivre dans nos manuels d'histoire et dans nos films. Bien que notre enfance soit irrémédiablement passée, nous continuons notre vie durant à ressentir les échos des vagues de nos émois infantiles. Et bien que les symptômes névrotiques puissent trouver à se dissiper en s'éclairant, notamment au cours d'une psychanalyse, il demeure la production d'un incessant compromis entre un vœu inconscient et sa propre répression, constitué autour d'un noyau pathogène d'enfance. Nous cheminons ainsi le long de cette forme topologique passionnante nommée bande de Möbius. Celle-ci ne possède en apparence qu'une seule face et un seul bord en continuum. Une deuxième face l'habite pourtant, et ne nous est accessible que pour peu que nous procédions à certaines coupures symboliques, qui sont finalement bien des sortes de petites ruptures. Coupures le long de l'axe de cette bande même. Ces mouvements de va-et-vient en élastique, tendus puis relâchés, ne sont-ils pas comparables à ceux existant à l'échelle cosmique de l'infiniment grand, entre expansion et compaction de l'univers dans la théorie cyclique et mathématiquement si séduisante du Big Bounce, le grand rebond, cette espèce de transition de phase qui permet finalement de régler l'impossible moment originel, hein, puisque ce temps zéro ne peut pas de façon fondamentale avoir existé. Je renvoie ici aux conférences d'Étienne Klein, l'astrophysicien et philosophe, qui pointe avec beaucoup de pertinence comment ce temps zéro-là ne peut pas réellement être pensé. Cette comparaison entre mouvements d'expansion et de compaction, on la retrouve aussi dans des périodes finalement opposées entre guerre et paix à l'échelle de l'histoire, également entre des moments de désir créatif et des poussées destructrices à l'échelle de nos propres pulsions psychiques, et également au niveau de l'infiniment petit, cette fois-ci, entre excitation et stabilité des électrons au niveau atomique. Évidemment, ces comparaisons et ces analogies trouvent leurs limites, puisque on ne peut pas spécifiquement comparer un fonctionnement humain
et un fonctionnement de particules élémentaires ou de cosmologie. L'essentiel de notre existence n'est-il finalement pas pris dans un espace plutôt à 3 dimensions, procédant davantage d'un triptyque entre un point A, un point B et leurs interactions, intrications, comme le pensait le philosophe Hegel avec son principe d'Aufhebung. Plutôt donc d'un fonctionnement ternaire que d'une signification binaire du type ou bien ceci ou bien cela. Ça me paraît important, cette distinction entre fonctionnement binaire et ternaire, parce que le premier, le ou bien ceci ou bien cela, évoque davantage le fonctionnement des organigrammes ou des ordinateurs, finalement un fonctionnement numérique qui dirait que, eh bien, on est en position 0 ou en position 1. Il ne peut pas y avoir de mi-chemin. Évidemment, les ordinateurs quantiques du futur complexifieront la situation, puisque là, on pourra être dans une position 0, dans une position 1, et en même temps dans tous les stades intermédiaires entre ces deux positions-là. Mais pour l'instant, le fonctionnement numérique est fait comme ça, de façon binaire. Et ce qui complique les choses, c'est que le fonctionnement psychique, lui, n'est pas binaire. On est effectivement soit ceci, soit cela, mais en même temps, il y a du et qui vient densifier, compliquer, nuancer les choses. Le ou, évidemment, se retrouve, par exemple, géographiquement. On ne peut pas être et ici et ailleurs. Hein. On doit être ou ici ou ailleurs. On ne peut pas de la même manière être vivant et mort. Hein. On est l'un ou l'autre. C'est pas le chat de Schrödinger. Hein. Mais du point de vue psychique, et au niveau de l'inconscient en particulier, le ou se conjoint la plupart du temps au et, c'est-à-dire que c'est aussi la place finalement de la métaphore. C'est une place d'entre-deux, c'est une place d'écart qui permet quelque chose de très très important, qui est de ne pas confondre le mot et la chose. C'est justement ce qui permet de ne pas être dans une espèce de théorie du tout, de théorie de l'un, écrit L' grand U N, hein, l'un au sens de quelque chose qui dirait la vérité. C'est d'ailleurs important de constater que cette tendance à la réponse unique, à la pensée unique, qui elle est du côté du tout, étymologiquement est tout proche du totalitarisme, hein, c'est-à-dire d'un tout qui se compacte en une seule chose et on ne pense comme un seul homme. Hein. Donc, c'est ce qui me fait dire également que la parole, par rapport au chiffrage, hein, on sait bien à quel point nous sommes dans une époque de chiffrage, d'évaluation tous azimuts, et qui, si possible, essaye de laisser la parole avec toutes ces nuances et toutes ces approximations et toute cette glissade. J'ai l'habitude de dire que la parole nous glisse des mots. Eh bien, le chiffrage met une espèce de tyrannie qui n'est pas loin d'être une dictature et essaye de laisser la parole de côté. Parce que dans la parole réside le désir. On ne peut pas chiffrer un désir. Donc toute l'importance de la métaphore, l'importance de la poésie, l'importance de l'art, de la culture en tant que maintenant toujours un écart par rapport à l'absolu en fait. Hein. Absolu qui est toujours très problématique puisque lui aussi est du côté du tout, du côté de l'un, du côté de la vérité, du côté de la jouissance, du côté de la mort. Enfin, il y a comme ça toute une série de connexions entre ces différents éléments-là. Rupture et répétition sont également des concepts qui impliquent l'existence d'un principe de comparaison. On ne peut en effet parler de l'un ou de l'autre de ces termes sans se référer
par rapport à quelque chose. Rompre et répéter se font forcément par rapport à des situations antérieures, envisagées a posteriori. Ce par rapport à fonctionne en tâche de fond dans nos pensées. Il suffit de tendre l'oreille autour de nous ou en nous pour s'en rendre compte. Toute perception, tout avis, tout jugement implique comparaison. Si dans le monde tout était bleu, par exemple, le bleu lui-même n'aurait aucun sens, puisque une chose n'est dite bleue que par opposition à ce qui ne l'est pas. C'est par la différence et par la nomination que les choses se mettent à exister pour nous. Nous sommes sujets de symbolisation de ces différences. Être plus ceci, avoir moins de cela, être plus fort, trop vide, moins rapide, pas assez attentif, etc. Les déclinaisons des appréciations comparatives sont illimitées et à l'évidence, elles occupent un temps considérable dans nos pensées. Cela peut même fortement, parfois, parasiter notre quotidien et il n'est pas si rare que la comparaison fasse souffrir. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'elle se réfère toujours à un idéal. La vie est mouvement, répétition de moments, d'instants successifs. On retrouve ça d'ailleurs dans l'étymologie même du mot mouvement, momentum. Il y a un lien entre le moment et le mouvement. Le mouvement est écart, répétition d'écarts successifs. L'écart est différence, et la différence est une difficilement supportable blessure narcissique faite au fantasme de complétude, de stabilité et, disons le mot, de maîtrise des hommes. Une grande partie de la vie, de notre vie, est consacrée à se défendre contre la différence. Ça, c'est un point absolument important. D'ailleurs, la définition même de la névrose, si vous regardez le dictionnaire de la psychanalyse, dit que la névrose est un mécanisme de défense contre la castration. Alors, bien sûr, pas la castration au sens d'une amputation traumatique ou chirurgicale des génitoires, comme parlait Lacan, mais comme paradigme du manque. Donc une défense contre le manque. Une grande partie de la vie des hommes, disais-je, est consacrée à se défendre contre la différence, à l'instar des deux autres vexations qui ont ébranlé l'ego des hommes depuis de nombreux siècles, l'héliocentrisme copernicien et l'évolution des sens non divines, le non-créationnisme des espèces théorisé par Darwin. Cette troisième vexation, donc, introduite par Freud, a été celle du moi qui n'est pas maître dans sa maison, pour le dire de façon un peu imagée. Je ne sais pas exactement ce que je dis quand je parle et je ne sais pas exactement ce qui me tracte quand je me mets en acte, par exemple. Et ça, oui, on appelle ça une blessure narcissique parce que c'est assez difficile à avaler pour l'immense majorité de nos semblables, de se dire que quelque chose en soi opère dans l'ombre et parfois même à l'encontre des intérêts que je pense évidents à première vue. Les rêves, par exemple, les lapsus sont des exemples absolument évidents de la présence de ce fonctionnement inconscient, au fond, qu'on ne peut pas, là encore, évaluer par l'intermédiaire d'une imagerie numérisée d'une IRM fonctionnelle, par exemple, mais le problème n'est pas de voir telle ou telle partie du cerveau qui s'allumerait, qui se coloriserait, expliquant qu'à cet endroit-là, il se passe quelque chose. Le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui suscite la réaction. Et ça, il n'y a que à écouter les patients qu'on arrive à en entendre un bout et bien entendu qu'eux-mêmes arrivent à en repérer quelque chose. Mais revenons aux ruptures et répétitions. Rien ne cesse
de ne pas bouger dans la vie. Tout fait rupture avec l'instant d'avant. Et ces variations se font en même temps sur fond de constance, comme nous l'avons dit plus haut. Tout comme des draps froissés dans un lit vide mettent en scène une présence sur fond d'absence. C'est toute la force des métaphores, comme je le précisais plus haut, que de tisser des passerelles à distance entre des éléments distincts qui se trouvent ainsi pourtant reliés par des mots. La pulsion de vie et le désir qui y palpite est du côté du mouvement. Et ce mouvement implique la perte de quelque chose parce que, comme nous l'avons déjà évoqué, existe alors un écart entre une position ultérieure et la précédente. L'être humain est aimanté au fantasme d'avoir un jour été complet. Il n'y a qu'à relire le banquet chez Platon pour s'en rendre compte. Ou de pouvoir l'être un jour complet. Ou qu'au moins quelqu'un puisse l'être. Une divinité, pourquoi pas. Et cette visée de complétude est un idéal par rapport à quoi nous ne cessons de nous référer. Ce paradis présumé perdu, source originelle de satisfaction pleine et entière, comme le disait Freud, nous pensons dans un recoin de nos têtes pouvoir y accéder ou y retourner, c'est-à-dire que nous conservons l'idée que nous l'aurions eu un jour. Ceci alors même qu'il n'a en réalité jamais existé autrement qu'au titre de scénario imaginaire et symbolique. C'est bien ce qu'on nomme un fantasme. Pour le dire autrement, la condition humaine équivaut à l'acceptation de perdre quelque chose puisqu'elle s'inscrit dans un mouvement. Tout comme le bébé doit laisser tomber sa tétine pour parler ou goûter à autre chose. Tout comme il doit accepter de perdre le confort des bras d'un adulte pour suivre son propre chemin. Et tout comme il doit consentir ensuite à perdre une position d'équilibre immobile pour se mettre à marcher dans une succession de déséquilibres. C'est notre condition d'être parlant qui devons perdre pour avancer. Perdre ne serait-ce que des illusions, de complétude, on l'a dit, de satisfaction entière et de gonflette narcissique. Perdre pour gagner en autonomie. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu d'une psychanalyse que de se désaliéner de l'emprise de l'autre pour plutôt se soutenir du désir de l'autre, ce qui n'est pas du tout équivalent. Et là encore, c'est à la fois la force et, entre guillemets, la faiblesse ou la limite des mots qui nous ramène à cette histoire, à cette économie de perte pour gagner quelque chose, pour avancer, puisque en parlant, on perd des mots, et qu'un mot ne suffit jamais tout à fait à dire ce qu'on voudrait dire, il nous laisse un petit peu sur notre faim. On est obligé d'en passer par, finalement, par d'autres mots encore, dans une espèce de ce qu'on appelle une chaîne signifiante. Mais c'est une chaîne qui libère. C'est aussi un petit paradoxe. La répétition est souvent une tentative inconsciente et désespérée de limiter les pertes. Certes, on peut vouloir rééditer des vacances dans un même endroit du monde régulièrement, vouloir retrouver le goût particulier d'une madeleine de nos goûters d'enfance, ou refaire sa vie en changeant une énième fois de partenaire, ce qui n'évite d'ailleurs pas de rester malgré tout un peu sur sa faim. Mais on peut aussi vouloir rompre avec toute routine et être alors assoiffé d'horizons et d'expériences nouvelles. Et pris dans une telle frénésie, finalement, retomber dans la constante du toujours différent. Le principe de comparaison, dont nous disions qu'il était toujours un peu en toile de fond, se retrouve dans un autre concept élaboré par Freud et que nous n'avons fait que citer plus haut. Et la simple observation des interactions humaines nous prouve d'ailleurs à quel point il est incontournable, c'est celui de narcissisme. Et il n'est pas sans lien avec les répétitions, le narcissisme, ne serait-ce que par le rapport à la conservation d'un certain idéal de constance. Garder sa jeunesse, sa popularité, son argent, ses conquêtes. La politique, le showbiz, les dynamiques de groupe nous en donnent de consternants exemples depuis bien longtemps. Les institutions psychanalytiques, d'ailleurs, n'échappent pas à la règle. Combien de scissions, de divisions internes, de schises, et c'est pas étonnant, c'est le mouvement de la vie lui-même. Les psychanalystes
ne se débarrasse pas non plus aussi facilement de l'ego et des effets de prestance. Le narcissisme nous fait envisager toute chose par rapport à soi. On retrouve bien là encore le principe de comparaison. Il suffirait pourtant de lever les yeux au ciel et de s'intéresser à la complexité de la voûte étoilée, par exemple, pour gagner en humilité et relativiser la problématique de l'être. Ça me rappelle le titre du livre de Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, qu'on pourrait bien plutôt décliner sous la forme de l'insoutenable lourdeur de l'être. Dans cet ouvrage, Kundera reprenait la thématique de l'éternel recommencement nietzschéen pour souligner les paradoxes insolvables de la vie et de l'amour. Mais c'est bien connu, quand le sage montre la lune, l'imbécile ou le narcissique regarde le doigt. Et il se déplacerait volontiers même afin que le doigt puisse le pointer lui-même. L'étude de l'univers devrait en effet rendre modeste notre soleil, comme nous plaisons à l'appeler, et que nous pensons avoir toujours déjà été là, ne s'est formé en réalité qu'il y a environ 5 milliards d'années et disparaîtra à peu près dans le même ordre de grandeur, 5 à 7 milliards d'années semble-t-il, quand cette étoile aura consommé l'essentiel de la totalité de ses réserves d'hydrogène. Elle en est à peu près à la moitié de cette quantité de carburant, ce carburant qui conduit à la fusion nucléaire et à la transformation en hélium, et qui s'oppose ainsi, cette espèce d'expansion comme ça, de mouvement qui pousse vers l'extérieur, hein, la fusion nucléaire des étoiles, qui s'oppose au mouvement de gravitation qui aurait tendance à la ramasser sur elle-même. C'est ce qui arrive en fin de vie des étoiles supermassives après qu'elles aient été des supernovas, à les transformer en trous noirs. Ça me rappelle d'ailleurs, au sujet du narcissisme, la blague du type qui discute avec un ami et qui lui dit il semblerait que le Soleil se détruira dans 5 milliards d'années. Et l'autre lui dit mais et alors autour de quoi on va tourner nous? Dans l'univers, le centre n'existe simplement pas. Si nous observons un point de l'espace, nous l'envisageons habituellement par rapport à notre référentiel terrien. Et une observation depuis un tout autre point, une autre planète, une autre étoile, une autre galaxie, pourrait tout aussi bien prétendre se prendre pour le même centre de référence. Mais tout comme l'idéal, celui-ci n'existe pas davantage. L'idéal est une lourde présence sur fond d'absence. Le centre, le tout, le rien et même le juste milieu ne sont que d'inaccessibles chimères, des points d'impossible à trouver, mais pas d'impossible à imaginer. Le registre imaginaire étant d'ailleurs ce qui permet d'avoir une grande créativité, et en même temps l'imaginaire est peut-être pour nous source d'un certain nombre d'embarras. Alors, j'ai conscience que dans cette présentation, j'aurais laissé beaucoup de nuances et d'approfondissements de côté. J'espère toutefois qu'il aura pu susciter de l'intérêt et alimenter un désir de réflexion. On va tenter d'en ramasser une synthèse en guise de conclusion. Il ne peut y avoir répétition sans rupture, avons-nous dit, puisque quelque chose pour se répéter a bien dû cesser auparavant. Peut-il y avoir rupture sans répétition? Au sens purement factuel, la réponse est certainement oui. On peut ainsi subir une rupture d'anévrisme, éprouver une rupture sentimentale ou être confronté à une rupture de contrat de travail sans que de semblables situations ne se rééditent plus jamais ensuite. Mais fondamentalement, nous avons soutenu l'idée que toute rupture s'inscrit sur un fond de continuité, dans une sorte de constance changeante, nouant la pensée d'Héraclite à celle de Parménide. Le temps lui-même a été découpé artificiellement en tranches dans une succession de ruptures temporelles continues. Une heure répétant la même quantité de minutes que la précédente et que la suivante,
tout en rompant inexorablement d'avec elle en termes de contenu et de tranche de vie. À l'échelle individuelle, pourtant, un seul type de rupture se différencie radicalement des autres, et de tout de suite possible par conséquent, c'est la mort elle-même, en tant que réel absolu, sauf évidemment à en passer par des scénarios imaginaires de résurrection ou de mythes de renaissance comme le phénix. Ce maître suprême qu'est la mort représente bien un point de rupture radical pour chacun, un ailleurs ou plutôt un nulle part qui ne se répète qu'à l'échelle collective de l'humanité, comme pour toute forme de vie. Parce que, comme le chantait Michel Jonas, il n'y a rien qui dure toujours. Il n'y a rien qui soit toujours pareil, même le soleil se refroidit de jour en jour, juste un peu moins vite que l'amour, chantait-il, et c'est là aussi où on retrouve la force de la poésie pour dire quelque chose qui évidemment met en parallèle l'amour et le refroidissement d'une étoile. Il n'y a que la poésie et les métaphores pour pouvoir se permettre une telle analogie. Alors que le couple rupture-répétition soit donc envisagé sous l'angle de la pandémie virale de Covid-19, des manifestations contre la violence et les discriminations dans le monde, des guerres et des excès de profit en tout genre, des malveillances infligées à notre environnement, des violences familiales ou conjugales, ou des conflits psychiques d'un même individu, il produit, ce couple, rupture-répétition, il produit des ondulations oxymoriques, mouvements qui énoncent vouloir rompre consciemment avec les répétitions, en ne faisant que répéter inconsciemment ces ondulations mêmes. Pas moyen de s'en sortir véritablement, si ce n'est par la voie de la sublimation, au sens psychanalytique du terme peut-être, dont Freud disait qu'elle était la façon la plus éthique de composer avec nos pulsions de répétition, surtout dans les versants mortifères de la pulsion de mort. Notre époque remet en scène la palingénésique tragédie du bonheur-malheur qui se joue sur les deux faces d'une même pièce. C'est peut-être à ce moment-là le moment de méditer cette formule si pertinente de Samuel Beckett. Rater, rater encore, rater toujours, mais rater mieux. Merci de votre attention, bonne réflexion et peut-être à vos questions ou commentaires.